Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'ONU et la CEDEAO préoccupés par le déroulement du processus électoral au Sénégal. Les représentants du secrétaire général des Nations Unies l'ont fait savoir ce matin au président de la Sénat. Inauguration ce mercredi de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie annonce une diminution annuelle des charges locatives de l'État, estimée à 8 milliards de francs CFA. FESPACO 2019, le Sénégal va briller par son absence après 2 années de consécration. Une absence qui remet au goût du jour la question du financement du cinéma sénégalais. Et puis sur l'international, la CPI rejette la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, une décision qui survient au lendemain de l'acquittement de l'ex-président ivoirien. Et puis notre invité, il s'agit d'Abdoulaye Ly. Il est directeur des investissements au ministère des Finances. Il sera là en fin du journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Élection présidentielle, l'ONU et la CEDEAO préoccupés par le parrainage de fichiers électoraux et la distribution des cartes d'électeurs. Les représentants du secrétaire général des Nations Unies et du président de la commission de la CEDEAO l'ont dit ce matin au président de la Sénat de nous dire qu'il en a profité pour appeler la classe politique au calme. Chérifia Diafaraba. La communauté internationale a déjà les yeux rivés sur le Sénégal à moins de 37 jours de la présidentielle. L'ONU et la CEDEAO en particulier s'attendent à un bon déroulement du scrutin. Leurs représentants ont exprimé à la Sénat ces 3 préoccupations. Le parrainage, ensuite les fichiers électoraux et enfin la distribution des cartes. Je considère qu'il s'agit de problèmes majeurs qui interpelle toute la classe politique au Sénégal, a fortiori ceux qui sont nos partenaires naturels dans le cadre de la solidarité, qui veulent nous appuyer pour qu'on puisse surmonter toutes les difficultés éventuelles qui peuvent se présenter et qui seront de nature à peut-être rendre les élections difficiles. Le président de la Commission électorale nationale autonome dit avoir fourni ses arguments aux représentants de ces 2 institutions internationales lors de la réunion à huis clos. Nous leur avons donné le point de vue de la Sénat sur le parrainage. Nous leur avons dit également ce que nous avons fait en ce qui concerne le fichier électoral et ce que nous allons faire sur le problème de la distribution des cartes d'électeurs qui a démarré avec la mise en place des commissions depuis le 9 janvier. Eux, ils viennent collecter des informations. Donc, ils vont partir d'ici avec des informations de la Sénat. Ils iront recueillir d'autres informations auprès d'autres acteurs du processus électoral. Toutefois, Doudou Ndir regrette la tension préélectorale, tente de calmer le jeu en donnant des assurances aux acteurs du processus. Mais cette tension électorale, nous la vivons comme les autres Sénégalais. Et nous, ce qui nous concerne, nous aurons une partition que nous allons jouer. Maintenant, la tension, elle est là. Peut-être, bon, tout le monde la vit. Nous souhaitons simplement qu'elle ne vienne pas envenimer la situation en direction de la présidentielle. Nous avons toujours appelé à la pacification du climat politique pour qu'on puisse avoir à l'issue des élections à la fois justes, équitables, mais également paisible. Mohamed Ibn Chambas et Jean-Claude Kassibrou, respectivement représentants du secrétaire général des Nations Unies et du président de la commission de la CEDEAO, vont poursuivre leur rencontre avec les autres acteurs du processus électoral. Chérif Dia, pendant ce temps, Think Tank Africa pour une démocratie post-électorale pleine de légitimité aux institutions de la République. Cela fait l'objet d'un panel ce matin à Dakar. Société civile, politiques, juristes et observateurs du processus électoral y ont pris part. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Gervais Yao.
Avoir un président omnipotent qui est le seul à décider de tout, qui a un pouvoir énorme alors que c'est un seul être humain, je pense que ça nous mène vers le mur. Une lecture de l'environnement qui doit sous-tendre la démocratie. Avoir une justice qui ne soit pas émancipée, qui ne soit pas indépendante, qui soit l'objet d'une contestation, y compris au sein de la justice, ça nous mène vers le mur. Cette réflexion initiée par le think tank Africa Jom Center, un cadre ouvert pour dire qu'il est encore possible de dialoguer sur toutes les dimensions, celle politique notamment, pour un climat apaisé. Une démocratie prend en charge des dimensions économiques, sociales, culturelles, mais ce n'est même pas le débat chez nous. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se leurrer. Je crois que l'heure est venue qu'on se réveille. Nous n'avons pas une démocratie, je suis désolé, une démocratie digne de ce nom. Maître Adama Gueye est libre de dire ce qu'il veut. Nous offrons un cadre et créer un cercle vertueux. Parce que le cercle vertueux de la démocratie a déserté nos sociétés. Donc nous avons des cercles infernaux, les cercles vicieux, de la violence, de la kalachnikov. Et il faut se rappeler qu'il y a de nouveaux défis qui se posent au Sénégal. Quand le Sénégal a du pétrole et du gaz, ce n'est plus un pays comme il a été pauvre. Le système de parrainage, cause de divergences et de beaucoup de tensions, reste cependant un filtre pour rationaliser les candidatures. Cela aurait paru impraticable d'avoir une centaine de candidats déclarés. Je pense que le mouvement démocratique, pour la plupart, se font aussi, pas seulement sous la violence, mais sur la table de négociation et de concertation. Les institutions de la République souffrant d'un déficit réel de légitimité relève Africa Jom Center, son fondateur, de conclure qu'il faut réinventer la démocratie sénégalaise. Et puis c'est ce matin que les avocats de Karim Wade ont déposé un recours au Conseil constitutionnel. C'est Maître Ciré Bathily, Demba Ciré Bathily, donc avocat conseil Wade, qui conseille Wade fils, qui s'en est chargé. Maître Demba Ciré Bathily, donc, et ses confrères regrettent la décision du Conseil constitutionnel. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Dissa Prera. Un recours a été déposé, naturellement, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel et je pense que tous les juristes avertis ne le sont pas. Le Conseil constitutionnel dit que M. Karim Wade n'est pas électeur. Or, la loi sénégalaise dit qu'est électeur tout Sénégalais âgé de 18 ans, jouissant de ses droits civiques et ayant la nationalité, ce qui est le cas pour M. Karim Wade. Et je précise que bien que le procureur spécial l'avait demandé devant la CREI, celui l'avait extrêmement rejeté en disant que les délits pour lesquels il est poursuivi ne sont pas passibles de la privation de droits civiques. Donc M. Karim Wade est bel et bien électeur et par conséquent, c'est la raison là pour laquelle nous avons fait ce recours. Nous pensons peut-être que le Conseil a pu se tromper dans son appréciation. En tout cas, faire ce recours, c'est un droit fondamental. Également, nous le rappelons, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on fasse croire que le Conseil constitutionnel statuant en matière de constitutionnalité des lois, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, et le Conseil constitutionnel statuant en matière électorale, qui est une procédure de fond mettant en cause des droits fondamentaux et pour lesquels le recours est parfaitement acceptable. Puis depuis la publication de la liste provisoire du Conseil constitutionnel, des affrontements entre jeunes de l'opposition et forces de l'ordre ont été notés, prétexte pour la rédaction d'aller dans les permanences pour faire le constat. Au quartier général Manko-Taha au Sénégal, des dégâts matériels sont visibles, ce qui est tout à fait le contraire au siège de Bokougis-Gis. Toutefois, ces jeunes de l'opposition déplorent cette situation et demandent aux leaders de l'opposition de s'unir pour l'intérêt commun des Sénégalais. Un reportage signé à Cheikh Diop et Pape Sangoné Baye. Quartier général de Manko-Taha au Sénégal, à Sacré-Cœur, les stigmates des échauffourées toujours visibles. À l'intérieur, un grand désordre campe le décor. Vous avez vu même par vous-même notre permanence qui a été caillassée par ces grenades lacrymogènes que les forces de l'ordre ont tirées. Chose que nous dénonçons parce que le rôle des forces de l'ordre, c'est de nous protéger et de protéger nos biens. Mais quand ceux qui sont censés nous protéger nous attaquent, nous matent et nous harcèlent, cela devient problématique. Autre lieu, une situation. Le siège de Bokougis-Gis ayant la cible des bombes lacrymogènes lors des affrontements d'hier. Dieu merci, à part des taches de pierre lancées, Dieu merci, il n'y a ni dégâts matériels d'envergure, encore moins de blessés par rapport à ce qui s'est passé hier. Devant ce qu'il qualifie d'acharnement,
ces jeunes de l'opposition déplorent. C'est comme si être partisan de Khalifa est devenu un délit dans ce pays. Soit vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison ou même vous êtes maté. Et ça, c'est des choses inacceptables dans une démocratie. C'est toujours regrettable qu'il y ait des violences. Voilà pourquoi nous interpellons encore l'État, pour que l'État de droit reste, pour qu'on revienne sur les fondamentaux de notre démocratie qui semblent être, selon les leaders de l'opposition, biaisés ou tronqués. Le coordonnateur des jeunes khalifistes et le porte-parole de Bokk Gis Gis demandent aux leaders de l'opposition de s'unir pour la sauvegarde de leurs intérêts communs. Cher Diop, et puis retenez qu'hier, certains organes avaient diffusé des informations faisant état du saccagement des locaux de l'APR sur la VDN. Une information démentie par l'administrateur de l'Alliance pour la République, Pape Mayel Thiam, lors d'un point de presse tenu cet après-midi à la permanence du parti. Par ailleurs, il interpelle les organes de presse à plus de vigilance sur le traitement des informations en cette période. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Affaire Ndiaga Diouf, le dossier en appel encore renvoyé jusqu'au 10 avril. Motif donner plus de temps aux deux parties, surtout au maire de Mermoz-Sacré-Cœur, pour bien préparer sa campagne. Pour rappel, lors du premier jugement, le parquet avait requis 10 ans de prison contre Barthélémy Diaz pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Et finalement, il avait pris 6 mois ferme. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, en marge du Conseil des ministres tenu ce matin à Diamniadio. Le chef de l'État, Macky Sall, a procédé à l'inauguration de la deuxième sphère ministérielle, une occasion saisie par le chef de l'État pour annoncer une diminution annuelle des charges locatives de l'État, estimée à près de 8 milliards de francs CFA. Macky Sall, je vous propose d'écouter des propos recueillis par Aïssatou Paye. La réalisation de cette infrastructure marque une nouvelle étape dans le renouveau du service public et la modernisation de l'administration. En effet, avec cet édifice d'une capacité de 54 000 m² de bureaux, l'administration dispose de locaux modernes pouvant abriter plus d'une dizaine de ministères. En transférant à terme l'essentiel des ministères ici à Diamniadio, l'État continue ainsi à alléger sa facture en charges locatives pour un objectif annuel de 8 milliards de francs CFA. Puis l'université El Hadji Ibrahima Niasse va ouvrir ses portes le 4 février prochain pour les sites de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Une nouvelle annonce du ministre de l'Enseignement supérieur. Mais les étudiants seront dans les locaux d'autres établissements. Les travaux d'université sont presque à l'arrêt, nous dit notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. L'université El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack va enfin ouvrir ses portes cette année au mois de février. Près de 2000 étudiants se sont déjà inscrits. Le ministre de l'Enseignement supérieur a encore fait l'annonce. Cette université dédiée à l'agriculture, la première priorité économique du Sénégal, grâce à ce choix que le 4 février prochain, cette université va ouvrir ses portes avec autour de 1750 étudiantes et étudiants qui sont parmi les 11 000 qui ont postulé sur Campus N pour demander à venir à Hussein, à Fatick, à Kaolack et à Kaffrine. Seulement, les étudiants pour la première cohorte seront dans des abris provisoires. Les chantiers de l'université dont la première pierre a été posée il y a 3 ans sont inachevés. Le processus de mise en place des infrastructures physiques est en cours. Il prendra le temps qu'il faut parce qu'on n'invente pas des bâtiments en une journée, et vous le savez. Et celui-là, il prendra le temps qu'il faut, et je suis convaincu que dans quelques semaines, vous verrez déjà des infrastructures démarrer, particulièrement au niveau du deuxième lot. Cette université à vocation agricole est soutenue par l'ambassade de la France, un partenaire qui apporte sa contribution via l'Institut agroéconomique vétérinaire et forestier de France.
Ibrahima Diamé, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes était à Bourg. C'était pour remettre des attestations de financement aux porteurs de projets de la Petite Côte. Une enveloppe de 750 millions de francs CFA a été dégagée à Chertidian Khalingay. La délégation à l'entrepreneuriat rapide vient d'enlever une épine des pieds des porteurs de projets qui depuis longtemps peinaient à réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. Mbour, dirais-je, se retrouve avec une enveloppe de plus de 750 millions pour l'année 2018. Le département de Mbour regorge de potentialités économiques, d'où plusieurs domaines d'activité. Voilà pourquoi l'ADER va revenir en emprunt aux auto-entrepreneurs. Sur place, les conditions d'octroi sont listées. Les projets que nous avons reçus, il y a plus de demandes de la part des femmes que les hommes. C'est aussi compréhensible dans le sens où les jeunes hommes pour la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes doivent être âgés de 18 à 40 ans. Et les femmes, il n'y a pas de limite d'âge, c'est une discrimination de la part du président de la République. Ainsi, le préfet du département de Mbour affiche une satisfaction totale et en a profité pour sensibiliser les bénéficiaires. Il voudrait que ces derniers soient des modèles. Nous ne garantissons pas le non-remboursement, mais nous allons faire dans ceux qui ne veulent pas rembourser. Parce que ça a été une mission claire qui nous avait été assignée et nous avons pris entièrement cette charge sur nous avec le directeur général pour suivre les niveaux et les remboursements. Et à ce niveau, ce ne sera pas la police derrière vous, mais j'ose espérer que ce financement qui a été placé aux femmes pourra être remboursé rapidement sans aucune pression. Culture à présent, FESPACO 2019, le délégué général du FESPACO a dévoilé au siège de l'UNESCO à Paris la liste des 20 films longs métrages. Cette année, le Sénégal va briller par son absence pour les talents du Yenenga après 2 années de consécration avec Alain Gomis. Une absence qui remet au goût du jour la sempiternelle question du financement du cinéma sénégalais. En sujet signé Ibou Diouf et Gervais Yao. Félicité. 2 éditions d'affilée de distinction majeure avec le prix de l'étalon d'or de Yenenga du FESPACO. Cette année 2019 comme un clap de fin. Aucune chance pour le Sénégal de défendre son titre. Forcément, c'est un problème de moi. Et moi, j'ai produit les deux... je représente le pays 3 fois avec double étalon. Évidemment, j'ai produit ces étalons avec beaucoup de difficultés et qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait résolues. Donc aujourd'hui, je ne peux pas, en tout cas, accélérer les processus de fabrication pour juste être à cette pour la compétition étalon de Yenenga. Des réalisateurs inspirés mais confrontés à un problème de financement, des films en post-production, entre autres difficultés qui bloquent l'envol du 7e art sénégalais, d'où sa présence au FESPACO. Mais pour ce cinquantenaire, pour cette édition précisément, on aurait pu créer les conditions d'un appui exceptionnel à 1 ou 2 longs métrages pour être présent. Parce que pour le symbole, c'était important d'être dans l'édition du cinquantenaire. 20 films africains sélectionnés, la distinction majeure du FESPACO sans le Sénégal, une absence qui va certainement pousser les acteurs à reparler du financement du 7e art sénégalais. Après le premier sacre de Alain Gomis en 2013, parce qu'il y a eu le FOPICA avec une dotation d'1 milliard, il y a eu un petit coup de pouce de l'État dans le cadre de ce FOPICA-là, un appui exceptionnel pour le film Félicité qui a gagné après en 2017. Mais après, la machine s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que le FOPICA, il y a une efficacité pour parler effectivement pour dire que bon, est-ce qu'on a les financements nécessaires? Moi, j'allais dire non. FESPACO 2019, les talons d'or de Yenenga échappent au 7e art sénégalais. En espérant une consécration dans les autres catégories, cette absence sera peut-être une motivation supplémentaire pour investir davantage dans le cinéma made in Sénégal.
Sur l'international, à présent, la CPI qui a rejeté la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans l'éventualité d'un procès en appel réclamé par le procureur. Une décision qui survient au lendemain de l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de l'ancien leader des Jeunes Patriotes. Un récit signé Sylvie Faye. Les juges qualifient d'exceptionnellement faibles les arguments du procureur qui plaide pour leur maintien en détention, même si Laurent Gbagbo s'engage à se présenter devant le tribunal si cela lui était ordonné. Ils ont également demandé au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de Gbagbo et de Blé Goudé pour garantir leur retour dans l'éventualité où leur présence à la Cour serait requise dans le futur. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté ce mercredi à la majorité la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, formulée par le procureur. L'ex-président ivoirien et l'ancien leader des Jeunes Patriotes, après 7 ans de prison, seront donc remis en liberté. Pour le moment, aucun détail n'a été communiqué sur le temps qu'il faudrait pour libérer les 2 hommes du centre de détention de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas. Pour rappel, les 2 hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Merci à vous Sylvie Faye. À présent, l'invité du 20h, il s'appelle Abdoulaye Ly, il est le directeur des investissements au ministère des Finances. Monsieur Ly, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes là pour la 3e édition de la conférence internationale de l'émergence de l'Afrique qui se tiendra à Dakar à partir de demain, donc du 17 au 19 janvier prochain. Alors, dites-nous, quel est l'intérêt d'une telle rencontre ? Je vous remercie d'abord de votre invitation. L'intérêt d'une telle rencontre possède 2 constats, principalement. D'abord, il faudrait rappeler que cette rencontre a été lancée en 2015 par le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a jugé utile de rassembler ses pairs autour de la stratégie d'émergence, en se fondant essentiellement sur l'idée que beaucoup de pays avaient développé des plans de développement économique avec en toile de fond le besoin d'émerger. Alors, il a institué cette rencontre en 2015, qui était partie pour être une rencontre ponctuelle, mais qui a eu un tel succès qu'elle a été instituée dans l'agenda économique de l'Afrique. C'est ainsi que 2 ans plus tard, il a refait la même chose, il a invité à nouveau ses pairs, non pas pour parler de stratégie cette fois-ci, mais de parler de méthode de mise en œuvre. Comment allait-on mettre en œuvre nos stratégies d'émergence. Et justement, où en sont ces plans aujourd'hui, vraiment? Est-ce que c'est des stratégies qui ont fonctionné? Oui, c'est trop tôt pour parler de fonctionnement ou pas. Toujours est-il que ce qu'il y a de plus visible en matière d'émergence, c'est le volontarisme des pays. Ça, c'est nouveau. Et c'est un capital extrêmement précieux pour nos pays. Parce qu'il y a un plan de développement économique et social au Burkina Faso, il y a le plan Sénégal émergent que vous connaissez au Sénégal, il y a le plan national de développement en Côte d'Ivoire, il y en a d'autres. Un autre plan, les Nigériens nourrissent les Nigériens au Niger. Alors on cite tout cela pour montrer qu'il y a une réelle volonté d'aller vers l'émergence, à travers des dépenses d'infrastructures, à travers un nouveau paradigme de discipline économique, de discipline financière. Tout cela, mis bout à bout, concourt donc à jeter les bases de l'émergence. Maintenant, on n'y est pas encore. Oui, mais est-ce que ces plans, quand même, commencent à porter leurs fruits? Au Sénégal, il y a des indicateurs avancés, disent les économistes, diraient les économistes. Les indicateurs avancés, c'est qu'il y a déjà des éléments qui préfigurent ce que sera le pays demain. À travers, vous savez, le Sénégal a connu en 3 ans un taux de croissance moyen de 6,5%. Ce n'est jamais arrivé dans notre pays. Pourquoi une telle situation? Parce que, d'un côté, il y a un effet psychologique dans les populations qu'il faut se projeter dans l'émergence. Moi qui suis directeur de la promotion des investissements, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a un réel attrait de notre pays sur l'investissement privé. Notamment de la part de la diaspora et surtout l'investissement direct étranger qui, sans être l'essentiel de l'investissement privé, est quand même un révélateur, un indicateur pertinent de la perception de notre pays par les secteurs Vous privés. parlez de taux de croissance, c'est l'éternel problème en Afrique, mais quand même, comment faire pour que les populations puissent vraiment le sentir? C'est la préoccupation des chefs d'État pour cette conférence dont on parle ce soir. L'idée est de créer un mécanisme par lequel la croissance ne sera plus qu'une donnée statistique ou comptable,
mais une donnée sociale qui va revêtir une dimension inclusive. C'est-à-dire créer des projets, des programmes, des politiques qui mettront l'homme au cœur des processus. Et c'est ainsi que, dans ce qu'on appelle les projets structurants, il est d'abord établi comme critère fondamental l'inclusion, c'est-à-dire la capacité du projet à fournir de l'emploi. Justement, le thème, c'est secteur privé et inclusivité. C'est ça. J'y arrive. Ce mot a son importance. Oui, ça traduit votre préoccupation, M. Diao. Vous aviez dit tout à l'heure comment faire pour arriver à faire en sorte que le taux de croissance puisse être ressenti par les Sénégalais. C'est ça, la préoccupation du chef de l'État sénégalais, en tout cas, tel qu'il nous l'a exprimé, c'est de faire en sorte que cette croissance puisse être portée par des secteurs intensifs en emploi, en main-d'œuvre, c'est-à-dire qui distribuent de la main-d'œuvre. Ça, ce n'est qu'un pavé du problème. Le deuxième pavé, c'est que cette croissance soit redistribuée à travers des mécanismes sociaux comme la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, le PUDC, qui fournit des infrastructures de base aux populations. Mais, M. Diao, je voudrais juste attirer votre attention que nous sommes dans une dynamique régionale, dans une dynamique continentale même. Parce que cette conférence, au cœur de cette conférence, il y a l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas le Sénégal. C'est le Sénégal qui accueille, qui devient la capitale de l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui est là et nous avons le besoin de créer cette dynamique dans une perspective communautaire. Et justement, également, dans le thème, on voit que vous avez mis l'accent également sur le secteur privé. Alors donc, quelle place pour le secteur privé national dans cette initiative? Oui, vous savez, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits durant les 2 dernières années, particulièrement au sein du ministère où j'appartiens, le ministère en charge de la promotion des investissements, le ministère des Finances, la Banque mondiale, le secteur privé. Vous voyez monter en puissance ce débat sur l'implication du secteur privé national. Cela n'est pas une option, M. Diao, c'est une nécessité. Il faut absolument que nous ayons des champions, un secteur privé susceptible de porter la croissance. Et c'est ça qui d'ailleurs donne de la qualité à la croissance. Si toute la croissance est portée par l'investissement, il faudrait qu'au cours de ces investissements, il y ait également, pas que, mais le secteur privé également. Ne serait-ce qu'en jouant le rôle de catalyseur, en jouant au rôle aussi de partenaire pour le secteur privé étranger. Parce que, comme dans beaucoup de pays, il est question de faire profiter, même si nous voulons développer l'investissement étranger, de faire profiter au secteur privé. Certains vous accusent de donner trop la part belle quand même aux investisseurs étrangers. Oui, non, ça ce n'est pas exact, pour une raison simple. Il faudrait regarder les statistiques de l'investissement privé. Quand vous voyez l'investissement privé, sur les 5 dernières années, dans le total de l'investissement privé, il n'y a pas eu plus de 15% qui est le fait d'investissement étranger. Donc l'investissement, il est d'abord national pour 85%. Maintenant, si vous parlez de l'accès au marché, de la commande publique, ça c'est d'autres problèmes qui sont gérés ailleurs. Mais le problème, la réalisation de l'investissement est le fait du secteur privé national. Là, on fait signe que le temps est fini, mais quand même une toute dernière question. Vos partenaires, ce sont la Banque mondiale et la BAD, et d'éminentes personnalités également sont attendues à cette rencontre. Oui, en effet, la Banque mondiale, c'est une tradition. Le PNUD, qui joue un rôle essentiel, qui est le partenaire du Sénégal dans cette conférence, mais également, surtout, nous sommes très ravis et honorés d'accueillir une personnalité de la trempe de Mohamed Mahathir, qui est le père de l'économie malaisienne, qui est un modèle, une référence universelle en matière d'émergence. Nous allons accueillir le vice-président de l'Assemblée nationale coréenne. Vous savez très bien que la Corée a réussi sa mutation économique par des politiques intelligentes d'émergence. Et tout cela va donner lieu à un croisement d'expériences, à un partage d'expériences, de manière à permettre aux pays africains de tirer les leçons des échecs et des succès des pays qui les ont précédés dans l'émergence. Donc tout cela se passera demain au CICAD à Diamniadio. Inch'Allah. Voilà, merci M. Ly, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette édition. C'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.